si vous voulez avoir accès aux épisodes avant tout le monde, puis si vous voulez m'encourager à créer davantage de contenu à huis clos, n'hésitez pas à aller visiter mon Patreon sur patreon.com/à huis clos. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes patrons actuels. Aujourd'hui, on est avec Gabrielle Laila Titley, alias Pony, une artiste. Moi, pour vrai, je pense que tu es l'artiste la plus en vogue à Montréal en ce moment. L'artiste visuelle, on va dire ça précisément. Parce que, en tout cas, pour les gens de mon âge, là, j'ai l'impression que tout le monde te connaît. Ben, mon Dieu. Ben, je dois vivre dans une espèce de bulle qui me permet pas de voir ni sentir ça. Mais, merci. Puis c'est nice, I guess. Je sens ça comme j'essaie de pas le voir comme une pression. Mais, je trouve ça positif. C'est cool, tant mieux si les gens se sentent interpellés. Ouais, j'imagine que c'est... Tu sais, tu travailles tellement seul quand tu fais tes trucs que c'est sûr que tu t'en rends un peu moins compte que, mettons, quelqu'un qui fait des shows sur scène. Oui, exactement. Tu fais des DJ sets. Puis... Oui, c'est rare, donc. C'est vraiment plus rare, mais oui, exactement. C'est le parfait exemple, ce que tu dis. Quand t'es musicien, clairement, t'as comme un espèce de contact humain hebdomadaire presque, ça dépend à quel point ça marche tes affaires, là, mais tu sais, mettons, comme t'es un musicien qui tourne et tout, ben t'as cette espèce de contact humain-là, un rappel du réel écho que tu peux avoir dans la société, tandis que quand ton métier est plus virtuel et tout, ben toi, tu dois vivre ça un peu aussi. Ouais, mais nous, on a un peu nos chiffres, là, quand même, sur les vues, sur les vidéos puis tout ça. Ouais, mais j'ai ça aussi, mais t'as pas le toucher, t'as pas le regard, t'as pas le comme, cette personne-là est présente ici dans la première tu sais, t'as comme pas cette espèce de... Mais toi, les chiffres, tu les sens comme l'équivalent d'une personne... Non. OK, c'est non, ça. Non, zéro. Non, c'est pas pareil. Ça. Ben, c'est ça. Puis quand il y avait eu, à un moment donné, le Oh My Fest, là, tu voyais tous les gens qui faisaient la file pour comme prendre une photo avec toi. Là, c'est là que tu fais... t'es comme, OK, ces chiffres-là se transposent actually en humain. Puis, Exactement. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours, vite, rapidement, là, en tant qu'artiste? En tant qu'artiste. Comme t'as commencé quand? Puis... Ben, en fait, j'ai commencé environ, je dirais plus sérieusement, à l'âge de 17 ans. Ah oui? Ouais, donc au cégep, j'étais en sciences humaines profil monde parce que un dude avec qui j'étais en amour s'en allait là-dedans. Oui, c'est terrible. Puis aussi, honnêtement, c'était pas all about him, mais principalement quand même... mais aussi, je suis allée à l'école publique, donc je sentais que, comparé à mes amis qui étaient allés à l'Inter ou à l'école privée, j'avais clairement une culture générale comme moins vaste que eux, puis je sentais qu'il y avait une espèce de comme retard à ce niveau-là, donc puis je m'intéressais full à la politique, à l'histoire et tout, donc je sentais qu'il y avait comme un petit quelque chose à combler à ce niveau-là, fait que je me suis dit comme, oui, je suis en amour avec ce garçon et je vais le suivre jusqu'au bout du monde, mais aussi j'avais comme envie d'apprendre une espèce de base de culture générale que j'avais pas eu accès à l'école. Fait que là, je suis allée au cégep, mais après environ 1 an et demi de ça, puis de dessiner dans tous mes cours, mes amis étaient comme, OK, ben pour vrai, je pense qu'il faut que tu dessines, il faut que tu fasses quelque chose. En art, exactement. Donc, j'ai comme transféré. Je suis allée en art plastique, mais c'est environ au même moment où j'ai commencé à développer les troubles alimentaires. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été un peu plus compliqué de rester focus à l'école. Puis, je sentais que le programme allait comme très, très lentement. C'était vraiment de base. C'est le cégep en art. T'étais à quel? À Gatineau, parce que je viens de Gatineau. Donc, c'était comme vraiment de base. Puis moi, j'étais plus démotivée que jamais. Déjà que j'étais pas très motivée dans le système... scolaire, au niveau académique, je suis très curieuse, je suis comme très passionnée, mais dans le contexte scolaire, comme c'est pareil pour moi. Ouais. Je comprends. Complètement démotivée, c'était comme vraiment pas un environnement stimulant pour moi du tout. Ouais, t'as senti la même chose? Trop théorique, trop de base, là. Ouais, de base. On dirait que t'allais pas directement aux choses qui étaient importantes nécessairement. C'est ça. On passait par tellement de choses qu'on n'utilisera jamais. Ben, c'est ça. Puis s'ils sont importantes, ben, explique-moi pourquoi, mettons. C'est ça. Tout ça pour dire que il me manquait un peu de l'espèce de culture générale, je sentais. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter puis déménager à Montréal. Entre autres parce que ça commençait à être trop difficile pour moi d'avoir une routine claire, genre. Mon day-to-day était trop instable au niveau émotionnel.
j'étais encore en déni, ben raide, à propos des troubles alimentaires. Je voulais pas m'aider. Fait que j'étais en mode très autodestructeur. Ça affectait beaucoup comme mon quotidien à l'école et toutes mes interactions sociales. Ouais. C'était vraiment un genre de secret aussi. Ben Fait ouais. que je commençais à avoir une grosse dissociation entre genre la réalité, mes interactions et ce que je vivais personnellement. Puis il y avait pas de soins pour les troubles alimentaires à Gatineau. Il y en avait pas. Non, à ce moment-là, il y en avait comme aucun. Tu fallais voir un psy, puis je voyais une psy un peu... T'avais regardé un peu quand même si t'étais dans le déni, t'avais fait des recherches. Oui, puis, ben juste parce que je voulais... Oui, parce que je voulais pas m'aider, mais je voulais en savoir plus, genre, parce que c'était tout un gros flou pour moi, tu sais, je voulais comprendre qu'est-ce que ça impliquait, tu sais, pas que, genre, je prévoyais arrêter, mettons, de me faire vomir ou quelque chose de même, mais genre, je voulais vraiment savoir ce que ça impliquait, puis comprendre psychologiquement, parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie, puis j'avais comme... J'étais désarmée, je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait parce que c'était pas prévu. C'est pas comme un jour, j'étais comme, ah oui, je vais devenir anorexique. C'est juste que j'ai décidé de commencer à perdre du poids, puis tout ça. En tout cas, bref, fait, sans embarquer là-dedans, juste finir pour le parcours parce que je suis la worst, puis je suis pas capable de rien synthétiser. Mais genre, OK, so, là, j'ai lâché l'école pour aller à Montréal parce que ma sœur est à Montréal, puis les soins étaient à Montréal. Puis aussi, j'étais juste comme, j'étais en rupture, tout comme était très compliqué et pas le fun, fait que j'ai décidé de m'en aller. Et gros move quand même. Ouais, ben c'est stressant un déménagement. C'est stressant, mais j'avais ma soeur qui était comme un repère important pour moi là-bas déjà. Donc tout ça aurait été clairement différent. Je pense peut-être pas que je l'aurais fait à ce moment-là spécifiquement. Mais fait que c'est ça. Sinon, j'ai aussi, pendant ces années-là de cégep, j'ai commencé à peindre des grandes toiles. Puis c'est là que, basically, j'ai commencé... Ah oui, puis il y avait aussi des posters de show que je faisais. Mes amis étaient dans des groupes de musique. Je faisais des posters de show pour eux autres. Ouais, c'est cool, ça. Puis après ça... j'ai commencé à peindre des grandes toiles, puis j'ai fait ma première exposition à Buckingham, qui est comme une ville qui fait partie maintenant de Gatineau. Puis, fait que 12 toiles, grand format. Fait que ça, c'est environ à l'âge de comme 18 ans, 17, 18 ans. Ouais. Fait que très jeune. Fait que mon premier contact avec l'art visuel, c'était le dessin dans tes cours. Le dessin dans mes cours, la peinture, mais officiellement la peinture. La peinture et les flyers de show. Fait il y avait déjà le lien avec la musique qui était comme la source un peu de ma motivation créative. Et la peinture et les grands formats. Je trouvais que c'était comme très intéressant d'avoir des grands formats. Et donc c'est ça, fait que basically c'est ça. Puis ensuite je suis venue à Montréal. J'ai continué à travailler dans le milieu des arts. J'ai rencontré plein de gens à Montréal. Ah ouais, tu réussissais à subvenir en étant dans les arts? Non. En fait, non. Ben, je travaillais on the side, des petites jobines. Mais ma principale motivation, c'était l'art. Puis je faisais des expos surtout. Fait que j'avais comme plein de toiles. Puis je renouvelais comme à chaque année environ une batch de nouvelles toiles. Puis je faisais des expos comme dans tous les lieux du monde. J'ai fait 1 million d'expos. Oui. Donc, c'était vraiment la peinture à ce moment-là. Puis, éventuellement, là, je suis vraiment en train de faire comme la synthèse, qui savait que j'étais capable de faire une synthèse, mais comme la synthèse de comme mon parcours en gros. Là. Après ça, éventuellement, ben, les toiles, c'est juste, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Les toiles, moi, j'étais pas super... bien non plus pendant le début de ma vingtaine, les troubles alimentaires, tout ça. C'était tough pour moi d'être seule longtemps. J'étais comme... pas dans le sens que j'allais toujours trouver des amis, mais j'étais pas capable de me supporter comme très longtemps. C'est ça que ça fait, des toiles, t'es obligée des toiles, ouais. Puis c'est comme débile, là. C'est du one-on-one, free time, comme... C'est assez crazy quand t'es pas bien dans ta propre peau. C'est clair. D'être comme confronté à toi-même pendant comme 40 heures pour une toile, ça te fait virer sur le top. Puis il y a fait que ce facteur-là, puis aussi le facteur que quand je faisais des expos, ben les gens venaient, puis ça fonctionnait quand même bien, mais personne pouvait se payer ces toiles-là. Puis je trouvais ça absurde parce que... Ah ouais, tu pouvais pas, t'en vendais pas. Ben, j'en vendais à l'occasion, mais comme pas full parce que c'est cher une toile. Puis tu sais, moi, je me tenais avec beaucoup d'artistes aussi. Puis je trouvais ça absurde de comme vendre des toiles que moi-même, je pourrais pas m'acheter. Puis de toute façon, je faisais exprès pour ne pas
exposer dans des galeries et tout parce que je me sentais pas interpellée par ce monde-là. Ah non, okay. Ben tu sais, je viens d'une famille qui est très humble financièrement et j'ai juste jamais été en contact avec ce monde-là, puis il m'intimidait pour être honnête, genre vraiment, puis je me sentais juste pas à l'aise, je sentais que c'était comme pas naturel pour moi d'aller exposer, adhérer à ce monde-là, que je sentais comme un peu trop bourgeois ou comme que moi je relatais pas, je voyais un gros contraste. Ouais, donc j'expose dans des bars, dans des cafés, dans des affaires, cool, des salles comme plus communautaires, des salles de spectacle aussi. Donc, il y avait déjà l'élément démocratique de l'art qui était vraiment important pour moi, que je voulais pas comme limiter ça à une partie de la société plus aisée. Fait que... Bien vu. Ouais, c'est ça, exact. Donc, la suite logique, c'était de commencer à faire des reproductions des toits parce que les gens me disaient « Ah, je les aime, mais comme... Je peux pas me payer ça parce que je suis musicien ou je suis juste comme... J'ai juste pas de job à comme 80... Tu sais, on était jeunes, j'avais comme 20, 21. Donc, j'ai commencé à faire des reproductions, commencé à vendre des prints. C'est un peu ça, la jeunesse de Pony, dans le fond. C'était comme les prints, puis la reproduction de certains thèmes originaux. Puis c'est ça, en gros. Puis après ça, ça s'est juste développé, puis devenu des vêtements, puis le reste, Aujourd'hui, est-ce que c'est encore une peinture que je sais pas comment ça marche, tu scannes, mais après en photo? Non! C'est rendu de l'art graphique maintenant? Ça a été plus de l'art graphique pendant un bon bout. Puis là, je retombe dans une zone où le manque d'éléments organiques me manque énormément. Puis ça même me démotive de créer. Je suis rendue allergique aux ordinateurs. Vraiment, je suis comme... Juste d'imaginer, comme ça m'inspire tellement pas de penser travailler sur un ordinateur. Puis dans les dernières années, je vis de mon art, donc j'ai pu comme m'acheter des outils qui simplifient un peu ma vie, donc une tablette graphique et tout ça. Puis dans ma tête, c'était comme ça va être plus simple, j'aurais pas besoin de scanner justement puis numériser après. Mais en réalité, c'est que t'as plus un crayon dans tes mains, tu touches plus au papier, t'as plus les éléments comme organiques, il y a une déconnexion qui se fait, puis ça fait que au final, c'est toi devant un ordi pendant des heures, puis pour moi, c'est comme moins inspirant. Pour plein de gens, ça se peut que ça fonctionne super bien. C'est un peu peut-être, pour faire une comparaison, les gens qui sont pas capables de lire sur une tablette Kindle versus un vrai livre que tu peux plier les pages, puis tout ça. Je pense que c'est venu avec une espèce de... les téléphones cellulaires sont dans nos vies comme plus que jamais. J'ai ça dans mes mains comme 24 heures sur 24, que l'ordi qui est toujours allumé pour telle affaire. La technologie prend tellement de place dans ma vie. On est toujours devant un écran. On est toujours devant un écran. Puis j'ai eu un problème à l'œil, une grosse opération dans les 2 dernières années, en fait. Puis ça a vraiment affecté ma vision, puis ça a vraiment fragilisé mes yeux. J'ai failli comme perdre la vue à cause de un décollement de la rétine. Donc, mes yeux sont vraiment plus sensibles à la lumière maintenant, et surtout la lumière bleue des écrans et tout. Donc, c'est comme en ce moment, mes spots te font un peu mal. C'est correct, t'inquiète. Non, mais j'essaie de justement contrôler les effets parce que je vois des corps flottants beaucoup et tout, en tout cas. Mais j'essaie de comme pas me laisser... tout va bien. Non, je suis comme très hypochondriaque, en fait, mais tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, donc c'est devenu comme... Avant, c'était vraiment un havre de paix de créer. Puis là, c'est devenu... ça fait trop partie de mes habitudes comme technologiques. Donc, récemment, je suis vraiment dans cette remise en question-là, puis de revenir vraiment à quelque chose de plus organique. Donc, les derniers dessins que j'ai faits et tout, c'est plus à la main, puis ensuite, ils sont numérisés quand même parce qu'il faut qu'ils finissent comme imprimés, puis... À moins que tu le vendes à genre 600$ dans une galerie. C'est ça, genre. Puis c'est même pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Puis donc, parce que j'ai toujours aimé vraiment l'idée de l'art démocratique, tu sais. Que ça soit accessible puis que ça soit pas limité. Je suis pas attirée du tout envers l'idée d'avoir comme une pièce super chère, exclusive à une personne richissime. Je m'en fous un peu, honnêtement. Je trouve ça cool. Je vois l'intérêt d'une pièce originale, bien sûr, puis une fois de temps en temps, ça me pogne, puis je vois l'intérêt là-dedans, mais je préfère de loin que comme l'art soit répandu puis accessible à tout le monde. Fait que c'est beau, comme pensé, je trouve. Tu sais, honnêtement, j'ai déjà pensé le contraire. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais plus puriste, puis travailler à l'ordinateur, Photoshop, tout ça, l'altération d'image,
c'est le worst, c'est le diable, c'est pas du vrai art, c'est pas... Puis je pense que c'est juste une espèce de forme d'ignorance, honnêtement, là, tu sais, c'est un outil comme un autre. Comme la tablette graphique, c'est juste après, si tu perds l'intérêt de créer en utilisant ces outils-là, ben, il est là le problème. Puis le problème, il est pas comme universel, c'est pour toi, parce que c'était déjà une délivrance de créer, puis là, c'est plus du tout associé à une libération, c'est associé à un stress, donc what's the point? Puis je pense que c'est là que ça endommage ta démarche artistique et tout, donc comme vaut mieux juste retourner à la source. Fait que là, t'as recommencé à la peinture, le dessin. Ouais, puis juste vraiment de passer par le crayon, papier, juste l'espèce de matériau de base pour reconnecter un peu avec l'essence. Retour aux sources, oui, exactement. En fait, aujourd'hui, avec toute cette histoire de ta vie, finalement, on voulait surtout parler de tes problèmes de troubles alimentaires, puis ta dépendance à la cocaïne que tu as eue. Des sujets assez deep aujourd'hui. C'est très deep. Pour vrai. Une journée très émotive. C'est ça. Oui. Mais pour vrai, la première question que j'ai envie de te poser, puis aujourd'hui, comment tu vas? Comment ça va? C'est vraiment une bonne question. Même si c'était une journée bizarre. Oui, c'est ça. C'était une journée assez intense. Mais comment je vais? Je peux dire définitivement que je vais mieux que jamais. Ça, c'est un fait. Je vais mieux que jamais pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que je suis très, très consciente. Un des points positifs de se débarrasser, parce que les troubles alimentaires et la cocaïne, les deux, c'est des dépendances. Puis le fait de se débarrasser de dépendance dans sa vie, dans ma vie, en tout cas, le point positif ultime, ça a été non seulement de plus m'empoisonner au quotidien avec des activités extrêmement néfastes, mais surtout de actually percevoir qu'est-ce qui se cachait en dessous de ça. Tu sais, parce que c'est des comportements autodestructeurs qui sont présents puis qui deviennent des habitudes pour une raison. Il y a une souffrance profonde derrière ça, puis il y a quelque chose qui est plus tangible et concret et réel, auquel tu peux pas t'attaquer directement si t'as cette espèce de layer-là de comme poison qui ça t'alourdit. Oui, ça alourdit, puis ça rend moins clair la source du problème. Parce que c'est juste une habitude qui est là en mode comme coping mechanism, tu sais, en mode genre j'utilise les vomissements, j'utilise le contrôle sur moi-même en ne pas mangeant ou en consommant pour altérer mon état d'esprit ou pour contrôler mon poids, mon corps, parce que je sens un manque de contrôle sur tout le reste de ma vie. Mais quand tu tasses ces comportements-là, tu vois enfin la source, puis c'est là que tu peux actually commencer à travailler sur les vraies blessures que tu as, qui font en sorte que tu vas tomber dans des patterns autodestructeurs comme ça. Fait que ça, je trouve, c'est une des très belles choses qui t'est comme offerte comme cadeau quand tu réussis à totalement te dégager de ces espèces d'habitudes comme en surface-là qui sont extrêmement dommageables, qui peuvent être mortelles, mais genre... Fait que je dirais que je vais mieux que jamais parce que j'ai clairement ces blessures et souffrances-là avec lesquelles je suis en contact au quotidien, comme une anxiété qui est maintenant, qui a plus de façon, qui en a, mais qui principalement à se transposer dans les troubles alimentaires, dans la dépendance. C'est le même que je gérais mon anxiété, puis maintenant, j'ai plus tant de comme outlet, fait que je la gère comme elle est, là. Fait que là, je comprends la source. Tu la sens à 100%. Je la sens, mais c'est vraiment moins pire dans un sens parce que t'as plus l'impression d'être capable de la tame, tu sais. Puis c'est difficile, mais c'est un process. Mais honnêtement, pour moi, c'est une joie d'être capable de comme me comprendre davantage. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie, puis de mieux me comprendre et donc de comprendre mieux les humains autour de moi aussi. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui me passionne tellement, comme j'adore les gens. Je suis une personne avec beaucoup d'empathie, qui est un peu trop des fois. Je suis vraiment une éponge, genre, mais tu sais, oui, les éponges, tu comprends? Je suis sûre que tu relates à ça, mais fait que, basically, je trouve que c'est positif dans le sens que au moins je peux comme confronter et dealer avec la source, l'anxiété comme head-on et de manière comme
moins urgente, en mode genre, je suis pas en train de possiblement mourir au quotidien comme quand je me faisais vomir 5 fois par jour, tu comprends? Ça de gagner. Ben, il y a ça de gagner, tu sais. Ouais. Puis je pense que honnêtement, c'est vrai que ça commence deep, mais tu sais, on a tous puis plus que jamais, je veux dire, c'est des faits, c'est des statistiques, comme on vit tous avec ou presque tous avec une forme d'anxiété, comme on est dans un monde complètement dingo, qui est comme terrifiant par bout, extrêmement beau et magnifique et émerveillant par bout, mais on est dans une espèce d'instabilité environnementale, puis qui peut être comme extrêmement stressant, donc on vit ces stress, puis c'est important de comprendre comment notre corps fonctionne, comment notre cerveau fonctionne et comment dealer avec ça, parce que c'est comme très poison. Donc, je suis comme reconnaissante d'être capable de dealer avec ça sans être dans une espèce de combat de surface, tu sais. Ouais. Pas en disant comme c'est rien parce que c'est le pire combat de ma vie, là, ces deux combats-là, comme c'est pas rien partout, mais reste que c'est des coping mechanisms qui... Il y a une souffrance sous ça, puis je trouve ça... Je suis contente de comprendre davantage comment le système fonctionne et que ça m'aide à être une meilleure amie aussi, tu sais, une meilleure humaine aussi, tu sais, de quand on se comprend plus nous, ben on comprend mieux les autres également, puis on est capable d'avoir plus d'empathie, en général. Je sais pas si tu t'es rendu compte de comment ça a commencé tes troubles alimentaires. Est-ce que tu t'en es rendu compte dès le début? Pas les troubles alimentaires dès le début, mais j'ai décidé consciemment d'essayer de perdre du poids à un certain point dans ma vie, puis c'est le même que ça a commencé. En fait, c'est mon premier chum. Quand mon premier chum m'a laissé, moi je venais d'une famille où il y avait pas beaucoup de confiance et d'amour, tu sais, c'était pas une maison, un loving home, tu sais, c'était pas vraiment un safe place pour moi. Pas que c'était le pire endroit au monde, pas que mes parents c'est les pires, comme pas du tout. Je considère, puis plus que jamais maintenant, je comprends, tu sais, tout le monde a son background, tout le monde a sa raison d'être, puis même à ce moment-là, je savais, je comprenais, c'est juste, quand t'es un enfant, c'est plus difficile à être comme ultra empathique par rapport au pattern de tes parents. Ah non, c'est clair. Ça prend du temps avant de comprendre. Ouais, puis d'être en paix avec ça, puis toi-même, être adulte, ça aide à mieux comprendre les struggles que tes parents étant comme des adultes à ce moment-là, genre, vivaient. Fait que, donc, fait que c'est ça, dans le contexte familial, il y avait pas cette espèce de comme grand amour-là, échange, communication, puis mon premier chum, ben quand je l'ai rencontré, c'est la première fois que je touchais vraiment à ça, c'est l'espèce d'amour comme inconditionnel, comme j'ai eu bien sûr l'affection physique, physique, puis une espèce de comme, ça m'a ouvert une porte dans mon esprit comme, ok, tu sais, je pensais même pas que j'aurais jamais accès à ça, puis ça a tellement été fort pour moi, puis sa famille était tellement merveilleuse, puis comme, tu sais, c'est ça, je suis devenue vraiment proche de sa famille, puis on avait mes soupers de rêve, tu sais, chez moi, il y avait pas vraiment de espèce de souper, genre on est tous autour de la table, on se parle de nos journées comme si ça n'a jamais existé. Comme, fait que puis juste pour plein de raisons, mais c'est pas, encore une fois, genre, c'est pas que mes parents sont, tu sais, je veux dire, ont fait de leur mieux. Puis c'est genre, je leur en veux pas, puis je suis en paix avec tout ça. Mais j'essaie d'expliquer comme le contexte. Dans le fond, quand j'ai goûté à ça, puis ensuite je l'ai perdu parce qu'on s'est laissé, parce que je savais pas ce que je fais. Je savais pas comment être une blonde. Genre, j'étais tellement clueless et awkward. Puis genre, après quelques mois, il m'a laissé. Puis ça m'a comme, tu sais, c'est comme quand tu goûtes à cette espèce de bien-être là, que t'as l'impression à 17 ans, c'est la première fois de ta vie tu le sens, ben c'était extrêmement difficile de le perdre. Donc, j'ai comme focus au mauvais endroit, j'ai accusé mon corps, tu sais, d'être la source de ça. Pourtant, il m'a jamais parlé de mon corps à part en bien, comme avec ta blonde, tu sais, t'as trop belle, tu dis, mais... Fait que j'ai comme, moi, décidé que c'était de la faute à mon corps parce que j'étais complexée depuis très, très jeune. J'avais des gros complexes physiques. Pas juste mon poids, mais comme, tu sais, ma mère est arabe, donc j'avais comme un nez plus prononcé, puis mes dents. Puis, fait que j'avais comme ces complexes-là, comme, je me comparais aux Québécoises, puis pourtant, tu sais,
j'ai pas une beauté québécoise. Tu sais, fait en tout cas, bref, quelqu'un m'a dit ça récemment, j'ai trouvé ça tellement brillant, puis j'étais comme, pourquoi personne m'a dit ça à 7 ans? C'est une fille qui était indienne, puis elle m'a dit, tu sais, je me comparais beaucoup à tout le monde qui m'entoure. Puis quand t'es pas à Montréal, quand t'es kid, ben c'est tous des Québécois. Puis il y a pas beaucoup de multiculturalisme, là, tu sais. Effectivement. Fait que, ben ça dépend d'où tu viens, là, mais comme, pour vrai, je viens de la Beauce, fait que ben c'est ça, tu le sais, là. 100%, il y a pas beaucoup de... Ben, il y a pas beaucoup de familles migrantes. Non, c'est ça, exact. Fait que quand t'as peut-être pas une beauté... Moi, j'avais des cheveux extra frisés dans la vie, genre, fait que j'avais comme un genre de fro. Fait que, tu sais, c'était pas tout le monde avait des cheveux plats autour de... Fait que, puis elle disait justement, comme, j'ai commencé à regarder des photos de gens comme des filles indiennes, genre, puis à quoi qui me ressemblent. Ouais, puis comme des beautés, c'est quoi la beauté, ou peu importe, mais juste comme des filles qui... Puis j'ai catché, ok, mais yo, comme... toutes les filles, tu sais, je veux dire, je suis pas comme weird au bout dans une autre, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, dans une autre culture, en tout cas, bref, fait ça pour dire que j'avais des complexes très jeunes. Puis avec mon premier chum, quand il m'a laissé, j'ai comme, automatiquement, je suis comme, ah ben c'est peut-être parce que j'ai pris du poids, tu sais, au cégep, quand j'étais comme en transition et tout, un peu vers la vie adulte, puis j'avais plus de forme, puis là, soudainement, j'ai comme juste blâmé mon corps. J'ai commencé à faire plein de vélo. J'ai commencé à réduire mes apports nutritionnels en moins mangeant. Fait que j'ai perdu du poids ultra vite. Puis ça a juste comme dégringolé. Après ça, je suis comme devenue comme vraiment plus mince, vraiment vite, en genre 1 mois. Ah ouais. Puis je faisais comme beaucoup de sport. Je mangeais comme de moins en moins. Au début, c'était juste je mange un peu moins, puis un peu moins, puis un peu moins. Puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour que tu te retrouves dans une loupe, comme tu deviens accro à cette espèce de contrôle-là. Ça, tu le réalises pas quand t'es plus jeune ou dans les débuts, mais tu comprends en lisant à propos de ça, puis en relatant à toi-même, puis oui, c'est peut-être ça qui est en train de se passer. Tu deviens accro au contrôle que tu as sur ton poids, sur ton corps, ça devient comme... C'est une réussite pour toi, dans le fond. Là. Ouais. C'est une réussite et je me sentais plus belle parce que je ressemblais plus aux filles, tu sais, dans les magazines, ou aux filles qui pognaient le plus à l'école, ou genre... Fait que je me basais sur ce standard de société-là qui est comme complètement erroné et pas sain et comme... faux et bref, etc. On le sait. Mais je me disais que comme j'aurais peut-être des chances de le regagner, tout ça. Puis c'est ça. Donc c'est même que ça a commencé en fait. C'est une peine d'amour. Puis ouais, qui a comme mal viré, tu sais, que j'ai vraiment mal suggéré ça, tu sais, je veux dire, si je pouvais retourner dans le passé puis me dire... juste me consoler, puis premièrement, me dire de comme... Premièrement, que c'est pas de ma faute, puis des fois, ça fonctionne pas dans la vie avec deux... Tu sais, il y a 2 personnes qui sont peut-être pas compatibles, puis... Tu sais, ça veut pas dire nécessairement que t'es dans le tort, puis que t'as fait quelque chose de pas correct, ou que t'es pas assez belle, ou peu importe, comme il y a des fits qui fonctionnent juste pas, puis oui, c'est douloureux sur le coup, mais... Il y a d'autres gens qui vont t'aimer comme t'es, puis t'as pas besoin de rien changer, puis c'est fait que ça, c'est comme super important. C'est ça que j'ai envie de dire à cette fille-là, tu sais, qui a vraiment tout pris le blâme sur elle. Comme, pourtant, lui, il a même pas fait ça, tu sais, c'est vraiment comme... Mais c'est là que tu voyais qu'il y avait... La source était déjà là de comme mal-être, de comme pas m'aimer moi-même suffisamment, peut-être le manque d'amour, tu sais, que genre... Tous ces facteurs-là font en sorte que t'es des fois plus à ce moment-là, ta sœur, est-ce qu'elle était déjà à Montréal? Oui. Fait que t'avais comme pas cette épaule-là. Ouais, puis on n'était pas proches à ce moment-là. Ma sœur, c'est ma meilleure amie aujourd'hui, mais à ce moment-là, on n'était pas proches. OK. Ouais, comme on... Ouais, des fois, ça se fait en vieillissant. Ouais, c'est ça. Ben, dans la famille, les liens n'étaient pas très solides. Fait que, ben, c'est de loin la personne que j'aime le plus au monde. Puis, je suis tellement heureuse. Mais ça a vraiment commencé quand j'ai déménagé à Montréal. Qu'on est devenus, on a appris à se connaître plus. T'sais. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Ça a été quoi le déclic qui t'a fait dire « Oh, j'ai peut-être un problème finalement, faudrait peut-être commencer à régler ça ». Ben, je savais depuis le début que c'était clairement pas sain. Ouais. Tu sais, mais j'étais un peu en mode, genre, je suis prête à tout pour regagner cet amour-là que j'ai perdu. Mais le déclic... En fait, c'est drôle parce que moi et ce gars-là, on a recommencé à sortir ensemble. Ah ouais? 1 an plus tard,
un an et demi plus tard, on s'est recroisés à Montréal, puis on est comme retombés en amour. Mais quand il est revenu de voyage, à un moment donné, j'avais comme tellement perdu de poids, puis il est en mode comme... C'est lui qui t'a dit, genre, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, ben il savait depuis longtemps que ça allait pas, mais personne, on était tous des enfants, entre guillemets, tu sais, on avait comme 17, 18, 18 ans, 19 ans, puis comme, on savait, tu sais, il savait pas comment gérer ça, puis c'est pas de sa faute pantoute, puis il a essayé, puis il était présent, puis c'était comme le meilleur gars, c'est encore le meilleur gars, mais... J'étais comme en mode, je veux rien savoir de personne, puis si quelqu'un m'en parle, ben je me fâche. Comme j'étais à ce point-là, en mode genre, je ne veux pas gérer ça, puis c'est pas de vos affaires, puis comme... Ben t'étais pas prête, là, tu sais. J'étais pas prête, exactement. C'est pour comme pour toutes les troubles psychologiques, il faut que la personne s'en rende compte elle-même, puis soit prête à passer à autre chose d'elle-même avant de... Exactement. Parce que de faire quelque chose, de forcer... Ça marchera pas à long terme, je pense. Ça marchera pas, exact. Donc, mais ça c'est quand même passé dans le contexte où on est déménagé à Montréal, on a tous habité dans un appartement ensemble, une couple d'amis, puis entre autres lui. Puis c'est dans cette maison-là que ça vraiment, pour la première fois, j'ai été confrontée à des... Tu sais, mon ami avec qui j'habitais, un moment donné, on faisait la vaisselle, puis... on a comme grew apart. Je voyais que ça amenait beaucoup de souffrance aux gens autour de moi. Tu sais, t'habites, on est tous comme jeunes, on a notre premier appartement à Montréal, on se fait des soupers et tout. Moi, je mange pas, comme... Tu sais, c'est comme vraiment stressant de voir quelqu'un comme mourir devant toi comme ça, tu sais. Puis moi, je voyais pas, j'étais juste comme... Yo, comme, ils doivent me respecter, je fais ce que je veux, tu sais, j'étais en mode, genre, j'étais tellement dans mon trouble que j'avais cette considération-là pour eux, mais j'étais comme, ben, ils comprennent pas, puis personne comprend, puis genre, je fais mon truc, puis je veux même pas en parler, puis... Non. Mais éventuellement, je suis en train de faire la vaisselle avec mon ami, c'est un des moments qui m'a vraiment marqué. Ben, de un, ma sœur, c'était devenu très difficile pour elle aussi de me voir dans cet état-là. Honnêtement, pour moi, les premières motivations, c'est de voir les gens autour de moi comme devenaient complètement... genre brisé, pas bien, brisé, puis pas bien à me voir me détruire. Puis je suis... Il te le disait pas, c'était comme dans le regard? Ah non, il me le disait. Aussi, ouais. Mais tu sais, comme pas... Quand il avait la capacité de me le communiquer, oui. Mais ma soeur, c'est le premier facteur. Après ça, mon ami, justement, un des moments, c'était comme... On était en train de faire la vaisselle, puis c'est mon coloc, là, tu sais. Puis il me dit juste comme... Ah, ben moi, tu sais, il me dit... c'est comme tellement triste. Je ris nerveusement en ce moment. Mais tu sais, il était comme... Je peux plus être ton ami, genre. Mais tu sais, on habite ensemble, et il me dit comme je peux plus, je m'excuse, je peux plus être ton ami. Genre. Oh shit, ça me donne des frissons. Ouais, j'étais comme tellement triste, puis j'avais une assiette des mains, j'étais comme lancée sur le mur. j'étais comme, je savais pas, j'étais quand même colérique à ce moment-là, mais je savais comme pas comment... J'étais tellement comme fâchée envers moi-même, mais c'est juste sorti comme je me sentais tellement abandonnée, mais en même temps, j'étais principalement fâchée envers moi-même parce que c'est totalement de ma faute et comme je peux plus te voir comme faire ça me fait trop mal, il faut que je me sorte de là. Puis ce qui est la chose saine à faire, puis ce que comme tout le monde devrait faire, les gens comme autour de gens qui c'est vraiment difficile, mais il faut que tu peux pas te laisser prendre dans l'engrenage toxique de cette personne-là, tu sais, puis je le dis moi-même, comme jamais j'en voudrais à personne dans ma vie à ce moment-là qui ont comme pris un pas de recul. Un moment donné, quand ça fait des années que tu vois quelqu'un que t'adores se transformer en espèce de zombie malade, genre squelettique, c'est tellement comme démangeant, tu sais, que pour ta santé mentale à toi, faut que tu te sens trop impuissant, faut que tu prennes un pas. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont écrit en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui vit ça présentement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, là, si tu avais à dire à tes amis, dis-moi ça, ou fais ça pour moi, ou qu'est-ce que tu dirais? Mon Dieu.
être à l'écoute, mais connaître ses limites aussi. Parce que quand quelqu'un... Parce que c'est un trouble psychologique, les troubles alimentaires. C'est un réel trouble psychologique. C'est un trouble de la personnalité. Fait que ces personnes peuvent devenir très comme... C'est comme des gens qui côtoient des gens qui ont des troubles de dépendance, genre alcoolisme, drogue, genre. Ces gens-là ont besoin autant de support que les gens qui actually vivent la dépendance. Quand t'es très très proche de quelqu'un qui vit un trouble psychologique comme ça, fait que je dirais, ce qui est vraiment important, si t'es quelqu'un qui est une très bonne amie ou un très bon ami à quelqu'un qui vit ça, connais tes limites, comme sois présent pour la personne, mais connais tes limites. Genre, faut pas que ça vienne commencer à empoisonner parce que toi-même, tu vas même pas être capable d'être présent ou une bonne présence pour cette personne-là. Puis, trouve des ressources pour cette personne-là. Si tu peux l'aider à trouver des ressources, cette personne-là est ouverte, mais trouve des ressources psychologiques, je veux dire, professionnelles pour cette personne-là. Puis si la personne n'est pas ouverte à ça, ben déresponsabilise-toi de cette pression-là parce que c'est pas ta responsabilité. Tu peux être là, tu peux donner ton maximum, mais sache imposer tes limites parce que les gens se rendent malades. Puis je sais que c'est comme pas le message comme cute qu'il faudrait dire, mais j'ai tellement vu de gens autour de moi qui accompagnaient des gens qui avaient des dépendances ou des troubles psychologiques qui s'aidaient pas. Puis c'est une dynamique extrêmement toxique. Puis tu es en train de te rendre malade toi-même. Genre, fait que tu t'aides pas ton ami en te rendant malade, mais tu t'aides clairement pas toi. Non, puis en réalité, là, comme c'est peut-être pas un discours populaire, mais en réalité, quand quelqu'un dans une dépendance ou est confronté à quelqu'un qui care vraiment que, tu sais, mettons, moi j'ai une dépendance, mettons, moi j'ai des troubles alimentaires, puis justement mon ami qui m'a dit je peux plus être ton ami, ben moi ça a été le moment qui m'a vraiment déclenché comme ok là je suis allée trop loin parce que quand t'es dans des patterns autodestructeurs comme ça, tu pousses tellement la limite, tu sais, ça fait t'es comme ça fait juste 6 mois je fais ça, comme y a rien de grave. Moi, ça a duré 10 ans. Tu sais, tu pousses la limite continuellement. Puis à un moment donné, 5 ans ont passé, 6 ans ont passé, puis t'es en train de juste comme réduire tes chances de plus en plus de vivre longtemps et sainement. Tu sais, tu t'enlèves des années à ta vie à détruire tes organes vitaux, à être un peu un cas problématique pour beaucoup de gens autour de toi qui veulent juste t'aimer, puis qui veulent juste être là pour toi, puis tu sais, il y a comme tellement d'effets négatifs à ton comportement, puis tu devrais pas te sentir coupable pour ça du tout, mais tu devrais juste te responsabiliser, même si c'est extrêmement difficile à faire, puis je relate et je comprends, puis ça peut prendre plein d'essais-erreurs, le nombre... Je pourrais dire que genre 365 jours fois 10 ans est le nombre de fois que j'ai essayé d'arrêter d'avoir des troubles alimentaires. Tu sais, comme... Il y a tellement d'essais-erreurs aussi là-dedans, mais l'important, c'est de croire qu'on est capable, puis qu'il y a comme une version alternative à ta réalité qui est vraiment plus saine, puis qui existe, puis que c'est pas aussi terrifiant que tu penses que c'est, parce que ça l'est vraiment pas, c'est 1000 fois mieux. Puis quand t'es dans ce mindset-là, comme autodestructeur, tu penses que c'est la seule chose, tu es tellement comme... Tu tiens à ce comportement-là comme... si ta vie en dépendait, mais en réalité, comme... C'est l'inverse. C'est l'inverse, tu sais. Fait que ce que je dirais aux gens, c'est vraiment ça, comme... Sois présent, mais connais tes limites, puis... Si, tu sais, fais des recherches. Si la personne veut... OK, fais des recherches, offre de la documentation, offre des conseils, mais qui font référence à de l'aide comme... professionnelle. Parce que... à moins que tu sois, puis même si t'es comme un psy de profession, ben tu devrais pas être en train de traiter comme ta meilleure amie. C'est pas une bonne... Comme, en fait, c'est contre le code déontologique. Il semble que oui. Mais genre, il semble que oui. Mais tu devrais guider la personne vers quelqu'un de professionnel qui est capable de l'encadrer correctement. Puis c'est ça, puis néglige pas tes limites. Puis
Je te dis ça parce que je sais que j'ai fait du mal, sans le vouloir, bien sûr, mais à beaucoup de gens autour de moi qui, parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on veut être là pour la personne, ben on pile sur nos limites, puis on souffre, puis je veux plus jamais faire souffrir quelqu'un comme ça. Donc, si je peux, comme, aider à, comme, réduire l'impact, c'est comme il faut s'écouter, puis ça fait pas de toi un mauvais ami. Ça fait de toi comme une personne responsable qui, justement, en imposant tes limites, il y a des plus grandes chances, honnêtement, que la personne, comme, voit ça comme un mur, justement, comme un signe, comme, oh, comme, OK, j'ai perdu, comme, je peux plus appeler, tu sais, cette personne dit comme, OK, ben, tu sais, peut-être que toi, ta limite, c'est genre, appelle-moi comme une fois semaine si tu veux parler de ça. On peut se voir n'importe quand, mais, tu sais, je veux pas devoir avoir tel comportement destructeur. Je veux pas être devant toi quand tu torches jusqu'à comme 5h du matin parce que je co-signe pas ce comportement-là. Je t'ai vu comme finir dans des états terribles, faire des choses terribles, puis genre, tu sais, détermine c'est quoi ta limite, puis respecte-la, puis ouais. Ça va faire allumer en espérant, tu sais, des fois ça marche pas, mais je pense que comme le self-respect est comme très important là-dedans. Ouais. Ça a été quoi la première démarche que t'as faite qui est allée vers la bonne direction puis qui t'a finalement sauvé de tes troubles alimentaires? La première démarche, OK. Fait que suite à... Dans les mêmes eaux de l'incident de la vaisselle, j'ai appelé l'hôpital Douglas, qui est réputé comme internationalement pour les troubles alimentaires, et je me suis mise sur la liste d'attente. Mais étant donné... J'étais comme, OK, ben j'ai rien à perdre. Je vais pas être hospitalisée, ils vont pas me nourrir. J'étais pas en mode... j'étais pas dans une situation de vie ou de mort. Mon corps était très fragilisé, par contre, puis mes comportements étaient assez drastiques pour que je passe rapidement comme au top de la liste d'attente qui était comme de 2 ans quasiment. Ah ouais, puis ça a pris combien de temps finalement? Ça a pris honnêtement comme 3 mois. OK. C'est vraiment pas si pire. Ouais, c'est pas si mal. Vraiment pas si mal, mais c'est tellement triste qu'il y a une liste d'attente 2 de ans, plus. là? Tu sais, pour des troubles mentaux, je veux dire, ça presse. Non, mais c'est débile, c'est ça. C'est comme ça, c'est comme une tragédie, là, parce que c'est pas vrai qu'il y a des versions de l'anorexie ou de la boulimie qui sont moins graves parce qu'ils ont tout le potentiel de devenir exponentiellement. Ça peut s'aggraver. Ça peut s'aggraver à tout moment, puis à la base, c'est des comportements extrêmement destructeurs et comme dangereux. Donc, il faut essayer de les limiter comme très rapidement. Mais c'est tellement triste. Mais ça fait partie de la tragédie qu'il y a notre système de santé au Québec. Il manque énormément de ressources. Énormément de ressources. Puis il y a l'ANEB, il y a plein d'autres programmes et organismes qui sont là pour aider des jeunes filles, des jeunes garçons atteints de troubles alimentaires qui sont semi-privés. Mais c'est juste, si tu veux, des soins comme globaux. Comme moi, à Douglas, j'avais une travailleuse sociale, je faisais partie d'un groupe de thérapie. J'avais comme des soins, des professeurs, tu sais, les meilleurs. Puis comment ça marchait? Est-ce que je connais pas, t'étais logé là-bas, genre? Non, parce que les gens qui sont logés là-bas, c'est vraiment des gens qui sont, c'est vraiment le stéréotype de l'anorexie, là, que et comme si tu la renvoies chez elle ouais, puis en fait que son cœur est tellement faible qu'il faut que la personne soit sous surveillance. Ses muscles sont atrophiés, puis même le cœur. Le cœur, ben c'est au niveau de la respiration, ton cœur comme peut lâcher à n'importe quel moment parce que t'as juste, t'es comme... Puis tu peux pas non plus, avec ces gens-là, quand t'es rendu à un certain niveau, tu peux pas non plus juste... comme la bourrée de bouffe, elle va mourir aussi. Non, c'est ça. Fait que c'est comme un truc ultra... Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est les gens qui sont comme logés là-bas, hospitalisés ou logés là-bas. Après, moi, ma situation, c'était plus comme, OK, un rendez-vous avec la travailleuse sociale, un groupe de thérapie, un site, c'est comme une espèce d'horaire comme... C'est comme plusieurs fois par semaine. Ouais, exactement. Ouais. Puis, donc, c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a provoqué, c'est la situation de la vaisselle, entre autres, de voir un peu aussi tous les autres dommages que ça avait créé, ma famille qui s'inquiétait. Ma mère, dans le temps que j'habitais à Gatineau, elle m'avait comme mis dehors aussi, ben parce que elle, dans sa tête, est comme, dans ma culture, ça existe. Ma mère est palestinienne, puis comme, dans ma culture, ça existait pas. Elle comprenait pas, dans le fond, tout ce qu'elle voyait, c'était qu'il y avait plus de bouffe jamais, puis que je me faisais vomir. Fait et comme, j'ai pas assez d'argent pour comme, pas beaucoup d'argent, fait comme
elle voit juste de la bouffe disparaître, puis pas comprendre, puis comme, tu sais, elle voulait pas mal faire pantoute, c'est juste qu'elle comprenait pas, puis elle pouvait pas afford ça, tu sais. Donc, il y avait ça, la relation avec ma famille, ma soeur, mes amis, puis à un moment donné, c'était comme, OK, ben, même si je suis pas prête, j'étais pas prête à arrêter, mais j'étais comme, je vais essayer, entre guillemets, comme je vais comme symboliquement essayer. Au début, j'étais pas convaincue pantoute. Quand t'as commencé à aller au rencontre, t'étais comme... Non, j'étais en mode manipulation, là. Tu sais, comme quelqu'un qui veut pas se sortir de son truc, t'avais tapissé, t'essaies de la outsmart. Ouais, puis, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Totalement ridicule et stupide comme comportement. C'est sûr qu'il voyait clair dans ton jeu. C'est sûr qu'il voyait clair dans mon jeu, puis c'est juste comme... mais ça a quand même été les premiers moments où j'ai été capable de mieux mettre des termes sur ce que je vivais, comprendre un peu la source, justement, de comme... J'essayais vraiment de trouver la cause des troubles alimentaires, tu sais, comme la réelle cause de pourquoi je m'attaquais à mon corps, pourquoi je chantais avec mon corps, c'était vraiment le problème. Fait que c'était le début d'une aventure d'introspection et d'intérêt à la psychologie quand même intéressante, mais fait que c'est ça, ça a vraiment pris malheureusement comme beaucoup de dégâts avant de commencer. Combien de temps ça a pris ces rencontres-là avant que tu considères être guérie? On peut-tu appeler ça guérie? Dans les troubles alimentaires, habituellement, ils disent que quelqu'un qui est anorexique ou boulimique va jamais être comme totalement guéri, dans le sens que c'est tellement une programmation obsessive de la nourriture, du corps, de comment tu te sens. Tu deviens tellement hyper alerte à genre toutes les sensations ressenties, comme quand tu te sens plein, quand t'as faim, tu connais tellement bien ton corps, ou tu penses que tu connais bien parce que tu penses que tu contrôles, mais ton corps est incontrôlable. Comme le mind ne pourra jamais contrôler le corps. Le corps est tellement plus puissant. Tu peux penser que tu contrôles temporairement, mais check les bains comme après, là, tu comprends? Mettons, tu sais, le meilleur exemple, c'est comme ton corps veut juste survivre, tu comprends? Comme, fait qu'en aucun temps, il va s'adapter à ton nouveau mode de vie. Genre, temporairement, il va te faire croire que oui, peut-être ton estomac va comme rapetisser pendant un bout, peut-être que ça, tu sais, mais c'est toutes des illusions que dès que tu recommences à donner de la bouffe, mais ton corps va comme être en mode survie, donc il va comme tout absorber. Tu sais, je veux dire, c'est jamais une bonne idée d'aller dans un extrême. C'est pour ça que la réponse, c'est l'équilibre. Puis, c'est ça qui est difficile quand tu sors des troubles alimentaires, c'est qu'il y a une petite période, très petite, puis insignifiante au courant d'une vie, mais qui est difficile, comme dans une dépendance, de transition, où ton corps qui a été comme gravement sevré de nourriture pendant tellement longtemps, quand il en reçoit, mais c'est sûr qu'il apprend comme si tu sortais de l'hibernation, genre, fait... Il t'emmagasine tout. Ben, il t'emmagasine tout pendant comme... Moi, honnêtement, c'est de cette période-là, j'étais terrifiée. Je pensais que pour le reste de ma vie, j'allais juste emmagasiner tout. Mais en réalité, ça dure un genre de comme 3 mois, là, où genre, oui, tu prends peut-être comme une couple de livres, genre, mais ça se rétablit aussi naturellement parce que ton corps, c'est ton ami. Fait que oui, il va en prendre un bout, mais quand il revoit que, OK, c'est comme tu retrouves un équilibre, ben, il va aussi se rééquilibrer. Tu sais, il est magique, le corps, là, tu sais, comme c'est pour ça que j'ai tellement de respect pour le corps. C'est une des choses que... Ouais, c'est une des choses que j'ai le plus de misère à concevoir, que j'ai eu autant de... pas de respect envers mon corps pendant toutes ces années-là. C'est comme horrible. Après, faut pas être honteux puis penser à ça puis avoir plein de regrets, mais c'est fou comment je prenais pour acquis ce merveilleux système complexe-là qui est incroyable, qui veut juste notre bien. Il veut juste notre bien, puis de traiter comme ça pour des fins comme... qui sont... Tu sais, c'est une façon comme une autre de dealer avec nos problèmes, là. Mais... c'est comme se battre avec soi-même, tu sais. OK, ben en fait, la thérapie comme telle, tu sais, je suis allée voir un psy ce matin, là, tu comprends, dans le sens que pour les troubles alimentaires comme tels, oui, c'était la thérapie, mais aussi la motivation personnelle comme ça très importante, là.
L'anorexie, ça a été graduel. La boulimie, ça a duré comme de manière sporadique. Parce que ça, tu parles de thérapie et tout, mais l'affaire, c'est que c'était pas en continu, la thérapie dans ma vie. Non, c'était comme sporadique. Okay. Donc, basically, comme... Ça a été un long combat. Ça a été un long combat avec aide professionnelle et sans aide professionnelle. Mais vers la fin, je te dirais de l'anorexie, comme vers l'âge de comme 26, 27 ans, ça s'est comme réglé. Après, il restait les vomissements à l'occasion, genre. C'est quoi, tu binge... Ouais. Tu binge-eatais, puis... Okay. Puis après, je me faisais vomir. Ou juste un repas normal, genre, je me faisais vomir parce que j'étais pas... Ouais. Si j'étais trop stressée, j'étais trop émotive, même quand j'étais trop heureuse, comme toutes les émotions trop extrêmes, j'avais de la misère à gérer comme la nourriture dans mon corps, additionnée à une émotion trop extrême. Fait que... ça, je te dirais que ça a duré comme à l'occasion, mettons, ça arrivait comme au mois ou aux 2 mois, puis ou genre, tu sais, 4 fois par mois, tu sais, à l'occasion, comme ça, sporadiquement. Puis ça, je te dirais, malheureusement, ça m'a pris un gros événement dans ma vie pour comme arrêter complètement. Puis c'est mon décollement de la rétine. Ah ouais? Ouais, parce que il y a des bonnes chances que le décollement de la rétine... Dans le fond, le décollement de la rétine, c'est comme, ben, on a une rétine dans l'œil, puis basically, il décolle, puis ça peut être un truc qui arrive comme naturellement, sans trop de causes, ou il y a des causes probables, comme l'alimentation et tout, mais principalement, ça arrive aux gens beaucoup plus vieux, tu sais. Fait que c'est comme un peu une preuve que j'ai fait vieillir comme certaines parties de mon corps vraiment plus rapidement. Puis quand tu te fais vomir, mais tu mets beaucoup de pression sanguine sur les yeux. Fait que ça, à répétition, pendant beaucoup d'années, il y a des bonnes chances que ça n'a pas aidé ma prédisposition génétique, comme héréditaire, en fait, parce que mon père, ça y est arrivé, mais vraiment plus tard dans la vie. C'est comme j'avais devancé mon destin, entre guillemets, malheureusement. C'est sûrement la pire chose qui m'est jamais arrivée parce que j'ai encore des effets aujourd'hui comme à cause de ça à mes yeux. Dans ta vision? Ouais. Puis c'est pas le fun, puis c'est mon plus gros combat de comme get over ça. Mais genre, fait que c'est ça, malheureusement, ça a pris ça. Puis obviously, après que ça soit arrivé, j'ai eu une opération majeure à l'œil, j'ai un anneau autour de l'œil maintenant, puis comme perdu de la vue dans ce œil-là. Puis c'est juste vraiment pas le fun. Puis tu sais, ça faisait longtemps que j'étais sur la voie de comme me guérir complètement. Puis malheureusement, ça a vraiment pris... Tu sais, tout arrive pour une raison. Cette grosse opération épeurante là que t'as faite. Okay. C'est comme plus jamais. Genre, plus jamais je me fais du mal, comme j'en reviens pas que j'ai fait ça à mon corps, parce que on est comme ça, les humains. Genre, tu sais, on pousse les limites. T'es comme, ça fait pas grand chose, j'ai même pas d'effet, tu sais, je bois de la bière, j'ai même pas d'effet jusqu'à temps que t'aies comme ta cirrhose de foie. Puis faut pas attendre la cirrhose au foie, tu sais. Faut être smart, puis pas attendre le décollement de la rétine, comme, on a une espèce de, comme, de désillusion, les humains, qu'on est invincible d'une certaine façon, comme que notre corps est invincible, puis... Non, il est extrêmement fort, extrêmement tolérant, ton corps, mais j'aurais pu mourir d'une crise cardiaque, tu sais, comme ça, tu sais, des vomissements au quotidien, c'est comme, à chaque vomissement, c'est comme une mini-crise cardiaque, là. Tu sais, j'aurais pu avoir une crise cardiaque, mais ça donne que j'ai eu un décollement de la rétine, mais comme, malheureusement, des fois, il faut foncer dans un mur comme ça pour... Mais... À tous ceux qui écoutent, attendez pas le décollement. Non, mais attends, tu règles ça dès que t'en prends conscience, parce que c'est pas quelque chose que tu veux dealer avec. Puis moins t'attends, plus ça doit être facile aussi peut-être d'en ressortir. Ouais, puis moins que ton corps a des faits prolongés. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, comment tu qualifierais ta relation avec la nourriture? Très saine. Je dirais très saine. Je dirais que elle est à perfectionner constamment. Je suis végétarienne depuis que j'ai comme 16 ans. 15-16 ans. Puis j'ai été vegan pendant comme les 3-4 dernières années. Mais dans les derniers mois, j'ai réajouté certains produits laitiers à mon alimentation. Parce que, à cause de mon œil, entre autres,
Oui, parce que suite à l'opération, je voulais que ça guérisse vraiment bien. Puis j'avais peur de manquer de protéines parce que j'étais pas une vegan ultra assidue. Il me manquait souvent des protéines dans mon alimentation. Puis c'est vraiment devenu mon number one concern. Je suis tombée comme en mode survie. Puis mon number one concern, c'était mon œil. Donc j'ai vraiment commencé à comme, checker plus les protéines, entre autres. Puis il y a plein d'autres raisons, comme en ayant des discussions sur l'alimentation avec d'autres gens qui ont d'autres types d'alimentation, puis qui ont lu plein de trucs à propos de d'autres façons. Fait que je suis comme en mode exploration. Les droits des animaux, c'est quelque chose qui est comme super important pour moi. Les valeurs véganes vont toujours être comme les plus proches de mon cœur. Mais quand je mange des produits laitiers, j'essaie de toujours être consommer bio et comme c'est pas quelque chose que je veux nécessairement, c'est juste que je veux pas non plus perdre la vue. Ouais, fait, comme j'essaie juste de gager en ce moment, je suis comme en mode, j'essaie des différents aliments, voir si ça aide un peu mes corps flottants, puis fait que je suis comme, je priorise ma santé en ce moment. Mais oui, puis, non, ça devrait toujours être comme ça de toute façon. Ça devrait toujours être comme ça. Ça devrait toujours être comme ça, puis je suis définitivement. Puis idéalement, il y a comme un équilibre parfait entre nos valeurs puis notre santé, puis comment tout ça est géré, mais des fois dans la vie, il faut que tu priorises comme un état. La perfection n'existe pas. Non, puis mais c'est exactement. Puis j'avais fait un truc avec Fred justement, comme parlait du fait qu'il était plus végétarien et tout ça. Puis je relate complètement ça. Je pense qu'il faut juste que tu te respectes toi en premier. Puis quand tu tombes dans ces vibes-là de comme véganisme ou végétarisme, on est tellement dans une quête comme identitaire de soi, on s'associe beaucoup à des éléments comme ça, comme je suis vegan et ça me fait sentir comme une bonne personne et comme là tu sais comme ça, là ta confiance est vraiment liée à ton apport alimentaire, là c'est comme OK, il y a beaucoup de comme pression et de désir de se définir. Fait que là, t'es comme rendu quasiment comme une religion, là, d'une certaine façon. Tu sais, c'est ton identité. Là, tu te mets comme énormément de pression, puis c'est genre, OK, ben, pour qui est-ce que t'es-tu encore en train de faire ça pour toi? Comme, tu sais, y a-tu une façon plus saine que t'es capable de gager ça? Fait que c'est ça. Fait que, puis surtout, les troubles alimentaires, mais on s'entend, c'est un extrême. C'est comme un comportement extrême. Ben, tout ce qui a rapport avec l'alimentation, c'est sûr que je veux plus jamais me retrouver dans un extrême. Tu sais, c'est nocif, ça. Tu y penses quand même. Je pense toujours à ça. Puis mon alimentation est principalement vegan, mais comme je veux pas sentir de culpabilité à genre manger du yogourt ou manger des œufs une fois de temps en temps, du fromage, parce que c'est une source de protéines genre forte. Fait que c'est ça, mais je ne sens pas de culpabilité à ce niveau-là. That's it. Mais c'est ça, mais c'est comme weird comment tu peux tomber rapidement dans des zones de comme religious-like, là. Tu sais, le nombre d'hashtags, genre, vegan, tu sais, c'est comme mon feed, c'est comme, tu sais, c'est comme, tu te nourris constamment d'informations par rapport à ça, puis secrètement, tu penses un peu que tout le monde est dans le tort, puis là, tu tombes dans des vibes, tu comprends, tu sais, tu penses tellement, il y a comme un sentiment weird de comme... de comme auto-glorification. Tu sais, c'est tellement étrange comment c'est lié à la confiance. C'est un autre extrême. Un autre extrême, exactement, ouais. Peut-être moins nocif pour la santé, mais quand même, ça peut être une obsession. Ça peut être une obsession, clairement. Clairement. Faut toujours juste se questionner comme pourquoi t'es en train de faire, peu importe tes comportements, comme est-ce que c'est vraiment pour toi, pour ton bien-être, c'est-tu positif pour ton état de santé général? Il faut comme ça poser ces questions-là. La dernière question par rapport aux troubles alimentaires, c'est des gens qui se questionnaient à savoir, moi j'ai toujours la pensée de pas prendre de poids. Est-ce que c'est un début de trouble alimentaire, tu penses? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est juste qu'on jase? Fait que la question c'était, j'ai toujours des pensées récurrentes à genre... je veux pas prendre de poids. J'ai une obsession pour pas prendre de poids. Ben oui. Ouais, c'est définitivement un signe. Parce qu'il y a plein de divisions, genre de sous-divisions des troubles alimentaires. C'est pas juste anorexie, boulimie. Il y a comme l'orthorexie, il y a plein de différentes... Dès que le fait de s'alimenter, de se nourrir est comme overthought,
Dans le sens comme, c'est normal de penser être comme, OK, je vais essayer de manger le moins de sucre possible. Ça, c'est comme manger super important. Mettons, oui, c'est important que quelqu'un de comme qui a des prédispositions, genre diabétiques, soit en mode un peu... Je me check. Un petit peu, je me check pour une certaine période jusqu'à temps que, bon, les connaissances sont comme entrées dans ta tête et t'as plus besoin de comme, consulter tes comme taux de glucides et whatever tout le temps, tu sais, parce qu'il y a comme une période de transition où t'apprends cette information-là, tu commences à repérer, tu commences à comprendre, puis ça devient logique. Mais si c'est comme sur une longue période de temps que ton stress, c'est de prendre du poids, comme, oui, tu devrais définitivement penser au fait que c'est fou de laisser cette pensée-là occuper autant de place genre dans ta vie, tu sais, comme le poids, c'est à moins que tu sois dans une situation actually en danger, entre guillemets, comme je disais, comme prédiabétique ou comme tes parents ont des, tu sais, de problèmes de cholestérol, des trucs, puis t'es peut-être comme t'as peut-être un surplus de poids, puis ben, bien sûr que c'est important de comme essayer d'être sain et équilibré dans ton alimentation si tu le souhaites, tu sais, comme je pense que comme c'est important de juste respecter ce qu'un humain doit manger comme à la base pour survivre, comme c'est important de juste, tu sais, c'est comme tu regardes ce que les animaux, comme les humains, il y a comme ce que les humains devraient manger, comme ça existe comme information, puis après ça, dès que t'es nourri et tout, mais quand tu te nourris sainement, c'est ton poids santé, entre guillemets, là, que tu vas avoir. Si tu te nourris sainement, ben c'est ton poids santé. Puis je pense que l'important, c'est d'être en paix avec notre corps, puis de réaliser qu'il y a toutes sortes de corps dans la nature. Puis faut arrêter de penser que les corps... tu sais, qu'on voit comme des Insta-babes ou whatever sur Instagram, ben, que c'est des corps sains. Parce que peut-être que ce l'est, mais peut-être que ce l'est pas, puis tu connais pas les habitudes quotidiennes de cette personne. Puis ça se peut des gens qui sont nés comme extra minces, puis ça, c'est leur corps, comme génétiquement, c'est comme ça. Puis il y a d'autres filles qui sont nées comme, qu'on pourrait dire un peu plus rondes, mais qu'en réalité, ils sont pas rondes. Tu sais, c'est juste leur corps qui leur a été destiné, puis c'est magnifique aussi. Puis je pense que ce qui est cool dans le moment, dans le temps où on est en ce moment, c'est justement comme il y a de plus en plus ce awareness-là par rapport à comme la diversité corporelle, puis faut pas que ça soit une phase. C'est tellement important que tout le monde comprenne que ça a toujours été de même, ça va toujours être comme ça, tous les corps sont dans la nature, puis justement, comme peut-être pas juste s'éloigner des standards de beauté comme typiques parce que ils sont extrêmement toxiques, sont faux et sont irréalistes, puis juste faut s'en défaire, tu sais. Fait que oui, la pensée récurrente de comme je veux pas prendre de poids, qu'est-ce que ça veut dire? Ta question, ça devrait pas être je veux pas prendre de poids, même si c'est une question que je comprends puis que je me suis comme j'ai définitivement eu cette affirmation-là dans ma tête, genre en loop comme 150 fois par jour, comme pendant 1000 ans. Mais épargne-toi cette souffrance-là, s'il te plaît, et pose-toi la question comme est-ce que je suis en santé à place? Parce que ton corps, c'est ton meilleur ami, c'est pas ton ennemi. Puis vous devrez être en harmonie, dans une relation de respect et de juste comme je te donne ce que tu as besoin et merci de m'offrir la santé et la possibilité d'être en vie. Et genre, ça a l'air farfelu, mais no joke, comme si t'es dans ma situation pis t'as vécu pendant comme 10 ans ce struggle-là, crois-moi, c'est ça la fin de l'histoire. Fait que épargne-toi les 10 ans de souffrance et de décollement de rétine et de dépenses et whatever. Puis c'est ça la morale de l'histoire, c'est que ton corps, c'est pas ton ennemi. Tu le vois comme ton ennemi, apprends à l'adopter comme ami, puis oublie la vision... vous êtes un, genre, c'est pas ton... On a comme des fois l'impression que, mon corps et moi. Genre, non, il n'y a pas ton corps et toi, c'est genre, c'est tout toi, tu sais, genre. Fait comme, d'où vient l'importance de juste être bien, puis développer sa confiance, puis au lieu de prendre du temps à essayer d'obséder par rapport à son corps, prendre du temps à développer des skills, des choses qui te font sentir bien par rapport à toi-même, apprendre un instrument, apprendre une langue, apprendre, tu sais, comme, fais
fabrique quelque chose, genre passe du temps avec tes amis, sois une bonne amie, tu sais, appelle ta mère, tu sais, comme fais des choses qui te font sentir comme une bonne personne, qui te vont te faire, tu vas voir la corrélation entre aimer ton corps et t'aimer toi, comme on peut des fois penser que c'est deux personnes, mais deux choses différentes, ben tu vas voir la corrélation, genre dès que tu fais des choses que tu te sens comme tu te respectes, mais si tu commences à voir ton corps comme ton ennemi, c'est comme si tu te manques, comme tu t'aimais pas ou tu te manquais de respect, mais tu vois la distance qui se crée, puis le manque d'amour, ça fait juste nourrir le manque d'amour, ça, tu sais. Ça nourrit pas l'amour, le vrai, tu sais, en soi, fait que, ouais. Ben, c'est une très bonne réponse. Bon. J'ai encore des frissons. Bon, calmez. Là, on arrive à un autre sujet, mais peut-être un peu en lien. Ouais, c'est la clairement cocaïne, ouais, clairement c'est ça. Ouais. Parce que la cocaïne, on le sait, là, c'est une drogue qui peut faire perdre du poids. Comment ça a commencé que tu t'es intéressée à faire cette drogue-là? Le lien est vraiment direct. Ouais. Dans le fond, quand j'avais environ 18 ans, puis finalement, bon, mon chum dont je parlais tantôt, on s'est laissé. J'ai déménagé de cet appartement-là à un appartement avec un colocataire. Mm-hmm. Et j'ai commencé à rencontrer des différents amis. Puis là, un moment donné, j'étais dans une soirée dans une autre ville. Puis, bon, tout le monde faisait de la cocaïne. Moi, à Gatineau, j'ai aucun souvenir qu'il y avait... Ça a l'air que c'était comme la ville de la drogue chimique, mais j'ai jamais été en contact avec ça avant d'arriver à Montréal. Okay. Et donc, j'étais dans cette soirée-là, puis j'ai essayé, puis on a essayé de m'empêcher d'en faire parce que t'es comme, toi, faut pas que tu touches à ça. J'étais comme, je fais ce que je veux, je suis nazie, voilà. Ouais. Malheureusement. Et je suis allée en faire, et là, tout de suite, c'était comme... l'illumination dans le sens, pas l'illumination dans le sens comme meilleure chose, meilleur feeling de toute ma vie. Non, à quel point la corrélation était forte avec les manques que je commençais à sentir comme de manière extrêmement puissante par rapport aux troubles alimentaires, comme le manque d'énergie, la faim intense, le manque de confiance qui était genre de même, tu sais, parce que justement, tu penses que tu perds du poids, puis l'effet anorexique, comme, non, t'es passé de, comme, peut-être un manque de confiance à la base à, genre, moins 1000 de confiance, là. Genre, fait qu'il y a rien de bon qui arrive quand tu perds ce poids-là, anyway. Fait que c'est pas comme si t'augmentais ta confiance du tout. T'es, comme, pire que jamais. Donc, la confiance était vraiment niveau sol. Sous-sol, l'énergie aussi. Puis tout ça. Donc, la cocaïne, c'est ça. Ce que ça fait au début, parce que les effets durent jamais très longtemps, parce que dès que tu commences à être habitué à quelque chose, ben, tu le sens plus comme les gens qui en font la première fois. Faut que t'en prennes genre de plus en plus pour sentir les mêmes effets. C'est ça. Puis à un moment donné, ça marche juste plus. Ah ouais? Ouais. Puis t'as juste les effets négatifs. Ah ouais? Ouais. Comme la majorité des drogues, honnêtement. À un moment donné, ton corps est juste... Ben, justement, on parle du corps, tu sais, il est très tolérant, puis à un moment donné, il va juste comme s'accommoder, puis là, à un moment donné, ben, il s'habitue, puis éventuellement, comme ça te fait plus rien, puis là, t'essaies d'arrêter, puis là, tu enlèves quelque chose auquel il s'est habitué pendant tellement longtemps. Fait qu'il capote, mais après, il redevient en santé. Mais bref, tout ça pour dire que... donc, c'est venu combler les manques d'énergie, c'est venu combler le feeling de faim, le sentiment de la faim. C'est venu combler le manque de confiance aussi. Ça m'a juste mis comme... Je me sentais comme ça me mettait à zéro avec tout le monde. Comme... J'étais pas super confiante. Ouais. Ça devenait comme normal. Comme normal, exact. Puis c'est juste ça que je voulais. Je voulais juste me sentir normale. Fait que c'est ça que ça a commencé à m'apporter dans ma vie. Mais j'ai toujours une relation extrêmement malsaine avec la cocaïne, dans le sens... j'ai jamais fait ça en groupe. Ah ouais? Tu sais, c'était tout seul, en cachette. Genre, tout le monde faisait juste sortir. Puis moi, je sortais comme eux, mais je faisais de la cocaïne des toilettes, tu sais. Je le disais pas. Puis juste pour... Tu sais, il fallait que moi, que je fasse ça pour me sentir égale à eux. Mais tout ça, ça allait dans le sens... Les troubles alimentaires m'enlevaient de l'énergie, donc j'avais besoin de ça. Puis... Oublie ça, j'ai commencé à avoir j'étais déjà comme en dépression à cause des troubles alimentaires et tout. Puis la dépression est juste devenue vraiment, vraiment pire à cause des effets du lendemain de la cocaïne, tu sais. Les effets, comme un hangover d'alcool, là, ben, hangover de cocaïne, c'est comme
des pensées suicidaires. Ah ouais. Oh ouais, c'est vraiment... Oh my God. Ouais, c'est vraiment bad. Ouais. T'es comme, il n'y a plus de sens à ta vie, non. Et donc, c'est pour ça que les gens en reprennent pour comme... Et donc, le cycle de la drogue. C'est basically ça. Fait que c'est ça. Fait que le lien, c'était ça. C'était que je commençais à avoir des carences au niveau juste de la personne en général, et c'est venu combler très temporairement ces carences-là. Ah ouais. Puis même pas les combler, en fait. Je me sentais comme... Je me sentais honteuse d'avoir besoin de... Tu comprends ce que je veux dire? Ça, tu le faisais en cachette. Ça, je le faisais en cachette, exactement. Ouais. Fait comme, il y a tout ça de... Ouais. Donc, honnêtement, ça a juste empiré. Je pensais sur le coup que ça venait comme rééquilibrer. Ben, pas, je pense. J'ai jamais été aussi naïve, mais j'aimais avoir l'illusion que ça rééquilibrait, mais clairement, non, pas du tout. Ouais. Ça a duré combien de temps, ça, avant que, justement, que tu sois trop habituée et que ça fasse plus rien? Ça n'a pas pris très longtemps. Dès les premiers moments, j'augmentais graduellement la quantité. Puis vers la fin, je te dirais, là, la cocaïne, dans le fond, ça fait comme 50 en 2010. Comme 2014, j'ai arrêté. Puis à la fin, je te dirais, là, la dernière année, ça me faisait comme plus rien à part, ça me donnait vraiment mal à la tête. Puis là, je commençais à avoir vraiment peur d'avoir comme une tumeur parce que je suis hypochondriaque. Fait que là, je pensais que là, j'avais une tumeur. Puis là, c'était dégueu. Là, à la fin, il y avait aucun effet positif à part un mal de tête. Puis, tu sais, même, c'est dégueu à dire, mais comme quand tu fais la cocaïne, ben c'est par le nez. Puis j'avais comme quasiment comme un trou dans le nez, comme... Ah ouais... Ça brûle, c'est totalement toxique, là. Ouais. C'est comme de la peinture, là, cette affaire. De la peinture latex, là, c'est comme... C'est la drogue la plus dégueulasse au monde. Puis c'est ça, fait que... Ouais. Ouais, fait que, en gros, ça a pris... Déjà, dans les premiers mois, là, tu changes la quantité. Puis après ça, ben... Après une couple d'années, honnêtement, tu sens plus rien. Puis tu dis, il y a un sevrage de ça une fois que t'arrêtes? Ben oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça dure-tu longtemps? Ça fait mal. Ah ouais? Oui, ça... Ben, dans mon cas, j'ai arrêté cold turkey, c'est-à-dire comme du jour au lendemain. J'ai essayé une couple de fois avant, puis j'ai fait comme un genre de quelques semaines, 4 mois, un moment donné, plus j'ai comme pas réussi. Puis, mais c'est important de continuer à réessayer. Ça a l'air extrêmement difficile parce que c'est une drogue comme le tabac. Là. Le tabac, en fait, c'est peut-être pire pour certaines personnes. Ouais. Mais c'est une drogue à haute high dependency risk, tu sais. Donc, quand t'arrêtes ça, c'est comme... c'est tellement chimique, cette affaire-là, que c'est comme un sevrage... très douloureux. Tu vas avoir des sauts d'humeur comme débiles. Ça dépend ça fait combien de temps que t'en fais, mais ça peut être des moments extrêmement sombres et comme vraiment pas le fun. T'as besoin de support dans ces moments-là. Ouais. Moi, ça fait en sorte que j'ai déménagé carrément. J'étais plus capable d'être dans le même coin. J'habitais sur le plateau. J'avais trop peur de relapse, de comme recommencer à sortir. T'avais genre tes spots facilement à la marche. Toujours, puis, ben oui, c'est ça. Puis on allait toujours dans les mêmes bars parce que mes amis sont musiciens, puis ils n'ont pas des vrais jobs, puis ça fait que, tu sais, ils ont comme un horaire flou, puis en ce temps-là, on se tenait beaucoup dans les mêmes bars qui sont des bars que j'adore encore, comme... Mais... Puis même mes amis, ils faisaient même pas de la cocaïne. C'est moi qui en faisais. J'ai jamais eu d'amis qui étaient vraiment forts là-dessus. C'était mon truc, mais bref, comme on était dans le milieu des bars, donc c'était comme très propice à ça. Ouais. Fait qu'il a fallu que je déménage, puis que je me ramasse dans un autre quartier, puis que je coupe certaines personnes de ma vie, certaines habitudes. Pas que c'était des personnes que j'aimais pas, parce que je les associais trop à la consommation. Ouais. Fait que, en gros, ouais, c'est ça qui s'est passé vers la fin. C'est même que j'ai réussi. Fait que oui, le sevrage, il est tough, mais malheureusement... T'as pas le choix de passer au travers. Pas le choix de passer au travers, puis il y a des liens qui doivent être coupés. Puis retrouver peut-être plus tard quand tu te sens assez apte à comme
puis pas fragile, puis que t'as pas peur de retomber facilement là-dedans. Donc, ouais, mais ça a pris un bon bout, un gros sevrage. Le sevrage, je te dirais, là, les 3 premiers mois, c'était terrible. Puis après, ça devient plus facile. Mais c'est toujours ça, les sevrages. C'est comme ça a l'air de la pire chose au monde, mais c'est le plus grand accomplissement. Puis n'importe quel alcoolique, n'importe quelle personne qui a eu des dépenses ou des troubles alimentaires qui s'en est sorti, peu importe à quel point la personne c'est un génie, puis un ingénieur, un créateur, un inventeur, un worldwide artist, il va toujours te dire que la chose dont il est plus fier, son plus grand accomplissement, c'est d'avoir arrêté sa dépendance. Parce que c'est, d'une part, c'est le truc le plus difficile que tu as jamais eu à faire. Puis après, la confiance qui vient de là, comme aïe, si j'ai réussi à faire ça, je peux faire n'importe quoi. Je peux tout faire. Fait que cette confiance. Ben, non, mais no joke, oui! Ouais. Puis t'es comme, OK, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable d'être heureuse sans ça. Fait que comme tu redécouvres la vie aussi, il y a une période d'émerveillement vraiment le fun. Fait que, mais il faut passer par la période de souffrance, puis les gens, on est tellement dans une société, on a tellement peur de la souffrance, puis on comprend pas les bienfaits de ça, on comprend pas que, on glorifie, mais on est comme, oh non, faut juste, je veux être heureux, puis c'est comme, si on n'est pas heureux, on n'est pas en train de valider et comprendre ce que les problèmes, entre guillemets, dans nos vies nous amènent, où est-ce qu'ils nous amènent, comme qu'est-ce qui est sorti de ce défi-là, on focus jamais là-dessus, ben je sais pas jamais, mais bref, c'est pas notre réflexe, tu sais, on focus vraiment sur comme, si on n'est pas super heureux, ben, something's wrong, puis on focus sur le problème, tu sais. Mais en réalité, la souffrance, pour moi, c'est sûrement un des plus beaux cadeaux humains, si tu sais comment bien le recevoir, tu sais, si tu sais comment comprendre que à quel point c'est comme... Tu sais, c'est comme une course à défi, là. Je sais pas comment dire, comme t'as pas la médaille si t'as pas... Tu comprends? Il y a pas... Si t'as triché, là, tu te sens pas aussi bien, là, quand t'as joué à Mario. Tu sais, je sais pas comment... Tu sais, comme c'est ça qui fait en sorte qu'après, t'es comme tellement fière que tu mérites le feeling d'être libérée et juste en paix. Puis, ouais, tout ça, la souffrance est nécessaire, puis c'est pas un bad thing. C'est important. Puis on a souvent peur de cette période-là, puis c'est pour ça que les gens hésitent de transformer leurs habitudes dans la vie, parce qu'ils veulent pas cette transition-là souffrante. Ouais. Tu sais, tu comprends? Qui dure pas si longtemps que ça, mais... qui est tellement symbolique on the larger comme scheme of things. Ouais. La cocaïne, c'est une drogue qui est considérée dispendieuse, je pense. Combien d'argent tu penses que t'as mis là-dedans? Mon Dieu, je sais pas si Hey, man! Honnêtement, tu moi, je sais pas... Savoir, non, ça me dérange. Hey, pour vrai, je suis tellement pas de malaise avec ça. Mais en réalité, tu sais, la force, c'est que j'étais pas une consommatrice comme... vu que je suis hypocondriaque, je pense que ça m'a sauvé la vie à quelques reprises, OK? Parce que je prenais pas des immenses quantités. Parce que j'avais trop peur d'avoir une crise cardiaque. Surtout que je me faisais vomir aussi. Fait que mon cœur était ultra fragilisé. Fait que c'était pas des grosses quantités, c'était plus la fréquence. Mais je dirais, écoute, à la fin, tu ça dépend. Il y a des gens, justement, si t'as moins de... Moi, ça commençait à un peu mieux aller, mes affaires. Fait que je mettais un peu plus d'argent là-dedans. Puis je prenais... Il y a toujours un choix de drogue, là, comme le moins cher, puis le plus cher, le meilleur, entre guillemets, mais c'est tout la même scrap, là. Mais genre, fait que je prenais, mettons, le quart à 40$. Puis ça durait, ben, comme... Il y en a peut-être 2 dans une soirée, ou genre, tu sais, ou... Fait que mélanger à l'alcool et tout, ça coûtait une fortune. C'est l'alcool et la cocaïne qui coûtaient une fortune. C'est ça. Les deux additionnés. Les deux additionnés, oublie ça, parce que j'étais jamais en train de juste faire de la cocaïne de même, là. Tu sais, c'est comme, je buvais en même temps, puis c'est quand je sortais, puis je sortais beaucoup. Fait que, mon Dieu, je sais pas comment estimer, faudrait que, genre, je prenne le temps. Avec une petite calculatrice. Mais je te dirais des milliers de dollars, là. Des milliers de dollars, ouais. Ah ouais. Ouais. Puis... It's okay. C'est comme, honnêtement, je sais pas comment expliquer, comme une personne qui est comme tellement en paix avec ça. Je suis tellement reconnaissante et tellement contente de... Justement, si j'avais pas dépensé, si ça m'avait coûté comme 80... Tu comprends? Mettons qu'elle m'avait toujours été donnée, je sais pas comment dire, comme... Tant mieux que j'ai cette référence-là d'avoir gaspillé tellement de cash, puis de tellement avoir été niaiseuse avec mon argent, puis de pas savoir ce qui est bon pour moi, puis... Tant mieux que je peux penser à ça maintenant et du recul, faire comme wow, comme je suis tellement contente d'être
en train de comme bien investir mon argent en lui-même dans des trucs qui sont importants pour moi, qui me font du bien, puis à la limite, l'argent que je mettais là-dedans, maintenant je le mets dans comme des aliments qui me nourrissent, qui m'apportent tellement, puis c'est vrai, comme je me permets tellement plus de liberté au niveau de l'épicerie, puis des affaires comme des trucs qui me font plaisir, qui me font du bien, puis ça c'est un truc comme combien d'argent aussi ça me coûtait comme être boulimique là, comme quand tu fais vomir 5 fois par jour là, puis tu fais des repas genre comme pour 3 personnes, puis c'est toi qui le manges, puis une demi-heure après c'est toi dans les toilettes là, ça coûte cher en masse là, genre la boulimie m'a coûté beaucoup plus d'argent que la cocaïne en bout de ligne là, tu sais, c'est comme c'est de l'argent tellement ridiculement mal investi, mais c'est mon parcours, tu sais, puis c'est comme j'ai aucun... C'est comme une fierté maintenant que tu t'en es sorti, c'est comme... Ouais, c'est comme... Là. Ouais, comme exact, c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, justement, tu sais, qui voit tout l'argent investi dans un paquet de cigarettes, tu sais, quand tu décides d'arrêter de fumer, à un moment donné, c'est genre... OK, ben, c'est tellement niaiseux, j'aurais pu comme faire le tour du monde, mais... c'était le parcours que j'ai eu besoin de faire, puis c'est correct, puis comme j'ai maintenant, comme je suis consciente de tout l'argent extra, comme, puis on s'en fout de l'argent, puis je suis la personne qui se fout le plus de l'argent au monde, mais comme, qu'est-ce que tu peux faire, toutes les expériences que tu peux vivre avec cet argent-là, au lieu de comme te détruire, puis tu sais, c'est comme tellement cool de voir le balancer un peu de comme OK, ben tout cet argent-là, il y a aucune trace de cet argent-là à part peut-être comme l'anneau autour de mon œil tu comprends ce que là, malheureusement, mais comme mais maintenant comme je vois la possibilité de voyager, je vois la possibilité de manger super bien, puis de pas me sentir serrée dans l'argent parce que je sais que je suis pas en train de dépenser comme 100$ à chaque soir en sortant de tu sais, il y a comme toute cette... Oh my God, ça monte vite. Ouais, ça monte vite. Sortir, ça monte extrêmement vite. Tes proches, ils l'ont appris comment, que vu que tu faisais tout ça dans le secret, comment ça s'est su, ça? Ben, la cocaïne, en fait, c'est juste, il y a certains amis qui le savaient, d'autres amis non. Au fil du temps, c'était comme un known fact. Je pense que ce qui était... personne ne s'inquiétait, personne était comme votant des intox parce que je faisais ça. Ça paraissait comme pas quand je le faisais. Des fois, ça paraissait, des fois, ça paraissait pas. Puis je m'arrangeais pour être subtile. Puis c'est ça qui est fou avec l'indépendance, c'est le mensonge impliqué. C'est débile, comme... tu commences à mentir à tout le monde que t'aimes parce que t'essaies de protéger quelque chose qui est en train de te tuer. C'est comme tellement niaiseux. C'est tout un monde extra toxique. Puis, c'est ça. Fait qu'il savait, mais il savait pas la fréquence. C'est ça. Il savait pas la fréquence. Il connaissait pas la fréquence. Puis, même mon copain à ce moment-là, ben lui, il avait jamais fait ça de sa vie. Là. Fait que tu sais, des affaires comme... puis quand t'es dans des dynamiques avec des gens qui ont des comportements... toxiques comme toi, comme d'autres types de dépendance, alcool ou peu importe, ben personne n'est en train de te faire la morale parce que ça serait comme parce que personne dans ce milieu-là veut se faire la morale non plus. C'est ça. Fait que ça devient c'est pour ça que je disais comme un milieu très où beaucoup de choses sont tolérées. C'est quand tu vas voir un docteur puis tu veux donner du sang ou tu fais une prise de temps puis tu poses des questions de base, puis toi tu vis tellement dans un monde d'artistes à l'écart de la société, mais dans ta tête c'est rendu ça la norme, puis de faire de la poudre, genre 2 fois semaine, là, c'est comme pas beaucoup, là. 2 fois semaine, c'est relax, là. Ben, puis tu vas au docteur, puis justement, t'es comme en contact avec quelqu'un d'extérieur, puis comme tu fais de la drogue à l'occasion, comme tu bois-tu, puis là, tu commences à dire les quantités, puis là, le docteur est comme, OK, ben, t'es alcoolique et t'as un grave problème de coquette. Tu sais, genre, pour quelqu'un, n'importe qui à l'extérieur du milieu artistique ou de la pub ou genre des milieux où la drogue, la consommation est comme extra présente, ou le monde des bars, des affaires comme... Le monde, dans ces milieux-là, ils vivent dans une bulle où la consommation, comme... est normalisée. Et tout le monde... La majorité des gens dans ces milieux-là, je veux pas... Ben, honnêtement, c'est pas une exagération, comme vivent des dépendances... puis en prennent pas conscience jusqu'à vraiment plus tard, parce comme soit qu'ils sortent de ce milieu-là, ou soit qu'ils essaient d'avoir des enfants, ou I don't know, comme il y a quelque chose qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas le réaliser vraiment plus tard, mais tout le long, quand t'es dans ce milieu-là, c'est comme tellement normalisé que ça te prend du temps à réaliser que t'as un grave problème. Ouais, c'est ça. Tu t'en viens à faire du déni toi-même. Au quotidien, t'es comme dans un déni total, parce que ouais, ça serait trop... mais c'est fou. Puis tu vois des gens, tu sais, une fois de temps en temps, tu vois,
elle est partie en désintox. Ah, elle est comme paralysée du dos. OK. Ah ouais, plus qu'on sait comme faire des liens. Ah, lui s'est suicidé. Tu comprends comme on a perdu du monde, genre, au fil des années. Puis, il y a beaucoup de liens avec la consommation, pour vrai. Puis, c'est ça. Quand tu vis dans cette espèce de déni constant-là, c'est pour ça que je te disais, tu sais, il fallait juste que je quitte. Parce qu'il y a comme pas d'autre solution. C'est pour ça que t'as comme mis quelques amis à l'écart. Ouais, puis ces personnes-là, c'est des personnes extraordinaires, mais comme... c'est quand t'es en sevrage, mais la tentation est vraiment plus grande, donc il faut juste que tu prennes un break. Là, c'est clair. Je vais te revenir avec d'autres questions. Le même genre de questions que je t'ai posées pour les troubles alimentaires. OK. Est-ce que maintenant que c'est terminé depuis plusieurs années, est-ce que la tentation est encore là une fois de temps en temps? Est-ce qu'il y a des choses qui te trigger, non? Non, je trouve ça tellement niaiseux. Qu'est-ce qui aide? Quand t'es passé la phase de sevrage, puis de comme, OK, là, c'est vraiment difficile, puis comme... Une fois que ça va. Une fois que ça va, puis que la phase de sevrage, tu commences peut-être à avoir des amis dans ce milieu-là et tout, puis tu regardes, tu les adores, là, mais tu regardes comme sous l'effet de la cocaïne d'un point de vue externe, en étant comme good, puis en n'ayant pas de tentation, puis tu trouves que c'est juste la chose la plus stupide au monde. Tu comprends comme, pas que ces gens-là sont stupides, pas du tout, bien sûr, mais comme, tu commences à penser à quoi moi-même, comment j'étais bien, mais à quel point j'avais de l'air stupide. Tu penses que t'es en train de vivre la plus belle soirée de ta vie, mais t'es dans une désillusion totale, où t'es dans ta bulle, t'es dans ton monde, t'es pas connecté à personne, tu te sens connecté, tu te sens tellement comme sharp et brillant, mais t'as de l'air d'un épais qui a comme des tics de bouche, tu sais, comme... Ça aide aussi vraiment, tu sais, de comme avoir un point de vue, comme un recul, être comme un peu les gens qui arrêtent de fumer la clope, puis qui voient les gens aller se geler dehors l'hiver. Exactement ça, puis où que ça sent, ça goûte donc bien mauvais, ça sent donc bien mauvais. T'es comme à nouveau dans la réalité, là, entre guillemets, fait que ça aide vraiment. Fait que le sentiment d'accomplissement de quand t'as fait genre 1 an sans drogue ou 1 an sans vomissement ou en respectant ton corps, c'est comme un monument, je sais pas comment dire, c'est comme un record, ton petit record Guinness à toi, comme, c'est une belle pression pour ne plus en faire. Tu sais, le nombre de jours à tous les jours que tu consommes pas s'accumule et ça devient une montagne, puis à un moment donné, ça devient juste tellement ridicule de retourner en arrière après avoir bâti tout ça, tu sais. Fait que c'est comme ça que je me sens par rapport à la cocaïne. Je me suis fait tatouer, tu sais, je veux dire, je me suis comme acheté des items symboliques, des plantes comme cadeau d'anniversaire de comme 4 mois sans cocaïne, tu sais. Fait que j'ai comme plein de repères autour de moi qui me rappellent que j'ai comme que je suis partie de zéro, tu sais, puis que je suis rendue là, puis... c'est comme si tu dis tes petits trophées, ça te rappelle tes succès. Ben, c'est ça. Puis le feeling aussi, la confiance qui vient avec le fait de pas le faire, t'as pas envie de briser cette confiance-là non plus. Puis la dernière question à ce sujet-là, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est dans notre entourage puis qui est en train de s'autodétruire dans la drogue ou... Je pense que c'est comme les troubles alimentaires, faut être à l'écoute, faut être présent, faut connaître nos limites. Il faut... on n'est pas toxicomane. Excuse, pas toxicomane. On n'est pas toxicologue. Non, c'est OK, c'est quoi le nom du comme un psy qui est en toxicologie? Ah, mon Dieu, je ne sais pas en tout. Bref, on n'est pas comme des spécialistes, c'est en dépendance. Donc, il faut encore une fois que la personne ait comme ressource à quelqu'un d'autre. Dans le cas des drogues, c'est pas nécessaire, ça dépend où t'es dans ton process, mais c'est pas nécessaire de passer par de l'aide professionnelle, mais ça peut définitivement aider. Donc, oui, de supporter nos amis, oui, d'être là pour notre famille, peu importe c'est qui, mais se rappeler de nos limites. Et juste, ce que j'avais lu par rapport aux dépendances, spécifiquement par rapport à la drogue, c'est aussi de
imposer nos limites avec la personne, comme être genre, ben moi je veux pas passer de temps avec toi. Si, mettons, ton truc, c'est l'alcool, ben, si, quand tu consommes, je veux pas parce que j'ai trop été là, puis ça a tellement mal viré, puis j'ai haï de voir dans des états où tu te respectes plus toi-même, puis je sais que toi-même, ça te fait pas du bien, donc je veux pas contribuer à ça, je veux pas que tu m'associes à des situations de même, donc je vais pas être présent, je t'aime, je vais être là, tu vas aller prendre un café, je vais être là dans n'importe quel autre moment, mais je veux pas être là quand tu bois. Tu sais, montrer à la personne, comme, imposer tes limites, puis ça peut définitivement aider la personne aussi. Bon. Ben merci. Hey, merci tellement, Gabrielle. Pour vrai, là, ça a été vraiment touchant comme témoignage. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont y trouver du réconfort. Ben tant mieux. C'est la journée la plus émotive de ma vie. Merci d'en avoir fait partie. Un grand plaisir. Petit rappel, si jamais vous voulez avoir accès aux épisodes avant tout le monde et si vous voulez m'encourager simplement à créer plus de contenu à huis clos, n'hésitez pas à aller visiter la page Patreon sur patreon.com/à huis clos.